Table ronde du festival Hypermonde. Table ronde intitulée Les Hypermondes, une fenêtre ouverte sur l'infini. Un titre assez énigmatique, je trouve, particulièrement bien choisi, Madame Natacha Vazder. À mes côtés, donc, je vais commencer par présenter rapidement Olivier Messac, petit-fils de Régis Messac, et puis finalement spécialiste du travail de son grand-père, de son propre père aussi, éditeur aussi, et puis qui collabore très régulièrement, très activement dans la revue Queen's Easy, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. À sa droite, Jean-Luc Buard. Jean-Luc Buard est le président de la Société des Amis de Régis Messac. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Rocambole depuis 20 ans. Il est aussi essayiste, ami aussi, je crois dire. Presque voisin finalement. On a découvert ça il y a peu de temps. À ma gauche, Natacha Vazder, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter un petit peu quand même, par amitié. Donc, Natacha n'est pas que présidente de festival, elle est aussi universitaire, essayiste, enseignante, et puis directrice de collection aussi universitaire. Et il le manque dans cette table ronde de Serge Lehmann, qui malheureusement a été empêché pour des histoires de train, il me semble. Ça, donc on fera sans lui, mais c'est pas grave, puisque nous avons ici une Dream Team, une équipe de choc, qui pourra effectivement sans doute répondre à cette interrogation que je propose de porter pour l'heure qui nous vient. Peut-être essayer un peu d'expliquer ce titre, Les Hypermondes, une fenêtre ouverte sur l'infini. Et je vais commencer finalement par poser une première question à Olivier Messac. Avant de demander donc à Natacha Vazder pourquoi ce mot Hypermonde a été choisi pour définir le festival, pour désigner le festival, Olivier Messac, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce terme Hypermonde et ce qu'il désigne à l'origine? À l'origine, Hypermonde, on le présente comme un néologisme créé par Régis Messac en 1935 pour la collection de science-fiction publiée par les éditions de La Fenêtre Ouverte. Or, il s'avère que, en fait de néologisme, on peut remonter un petit peu plus haut, un petit peu plus loin dans le temps, puisque le terme a déjà été utilisé par Paul Valéry en 1914, et même un peu plus haut par un colonel de l'armée française, dans un sens, disons, connexe, plus philosophique que littéraire. Alors, en 1935, il crée la collection Les Hypermondes pour y publier des auteurs de fiction imaginaire. Voilà, c'est dans cette perspective-là que le terme a été créé en 1935. Donc, merci beaucoup. Et donc, Natacha Vazder, alors pourquoi le choix d'Hypermonde spécifiquement pour l'organisation de ce festival? Alors, pour deux raisons. Parce que nous voulions donner une coloration en fait, historique au festival, c'est-à-dire nous situer évidemment dans la science-fiction contemporaine, mais aussi essayer toujours finalement d'avoir un fil rouge historique. Donc c'est par exemple dans notre programmation, ce sera le cas, vous allez voir, donc demain nous avons une table ronde historique en quelque sorte sur les représentations donc, de la robotique, et donc mélanger à la fois la dimension scientifique, la dimension sciences humaines, la dimension donc, littéraire, avec la dimension historique pour en fait bien comprendre la thématique et apporter, je trouve, ce qui manque toujours un petit peu, c'est-à-dire apporter une profondeur historique aux concepts, aux notions autour de la science-fiction. Alors ça, c'était évidemment la première idée. Et puis Olivier Messac nous a justement donné l'autorisation et le droit d'utiliser donc ce terme Hypermonde. Et ça, c'est pour nous, c'est très important parce que ça inscrit le festival dans une sorte d'héritage, de filiation, de continuation. D'ailleurs, Jean-Luc, je pense, nous en parlera très bien après. Et c'était, comme je l'ai dit à l'inauguration tout à l'heure, et je le redis ici, pour nous, c'était vraiment l'hommage ultime et en même temps
on ne reste pas dans l'hommage. C'est-à-dire que ce qu'a initié Régis Messac en 1935 avec sa collection doit vivre dans le présent et doit irriguer le présent. Donc, si vous voulez créer un festival et donner ce nom d'Hypermonde, c'est donc à la fois un hommage, un héritage en quelque sorte, et puis l'inscription justement dans une vivacité, dans le flux de la vie. Et donc, comme ça, eh bien, le nom de Régis et toute son œuvre et tout ce qu'il a voulu faire, eh bien, on espère évidemment que ça va irriguer pour des années, bien sûr, ce festival. Enfin, en espérant évidemment qu'il survive à notre première édition. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez d'héritage. Jean-Luc Buard, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu davantage... Merci. Vous m'entendez bien ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu davantage de cette maison d'édition, La Fenêtre Ouverte ? Il faut l'allumer. Ah, il y a vu, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Magnifique. Ah, c'est vrai que c'est mieux là, tout d'un coup. Ah, ok. Bon, je reprends. Donc, Jean-Luc Buard, puisque nous parlions d'héritage, est-ce que vous pouvez nous parler un peu davantage de cette maison d'édition, La Fenêtre Ouverte, et plus spécifiquement du processus éditorial qui est derrière le nom de collection Hypermonde? Alors, je pense que ça marche, oui. Oui, c'est bon. Je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour parler de la maison d'édition La Fenêtre Ouverte, puisque à côté de moi, il y a un spécialiste qui en connaît plus que moi, mais enfin, c'est quand même le premier, c'est un petit éditeur banlieusard quasiment, qui se lance, qui en tout cas sur un public d'instituteurs, et un public assez limité, disons, qui publie d'abord la revue Les Primaires, et qui va commencer à publier des ouvrages de différentes natures, dans lesquels on va se greffer la collection de Régis Messac, les Hypermondes. Mais au départ, ce n'est pas un éditeur ni spécialisé, ni de très grande surface commerciale, et plutôt un éditeur militant même, je dirais, dans le syndicalisme des instituteurs. Donc, dès le départ, il y a un problème de diffusion de cette initiative qui ne va pas rencontrer malheureusement un large impact. C'est pas comme si c'était un grand éditeur parisien qui lançait une collection de science-fiction avant la lettre. Et en plus, l'époque n'est pas très favorable, les années 30, historiquement, pour lancer des initiatives novatrices de ce type. Et au bout de 3 volumes, malheureusement, la collection va cesser de paraître pour des raisons essentiellement, je pense, budgétaires. Le voisin pourra peut-être le dire plus précisément. Mais cela dit, c'est pour nous, rétrospectivement, c'est un phare qui illumine tout l'avenir par rapport à 1935 et tout notre passé d'amateurs de science-fiction. C'est vraiment le phare qui, dans les années 30, s'allume pour révéler la science-fiction en tant que genre, séparé de la littérature d'aventure notamment, comme il le précise dans la post-préface. Il se distingue de la littérature d'aventure et même du roman policier. Il a vraiment la sensation, la notion d'apporter quelque chose de nouveau. Je parle de Régis Messac. Et il a tout à fait raison, dans le paysage, rien de tel n'existe à cette époque. C'est un ovni complètement, je pense que les gens n'ont pas compris, n'ont pas vu d'ailleurs apparaître cette collection. Alors il y a quelques comptes rendus de presse, dans la presse amie, la presse amie des primaires, des comptes rendus souvent sympathiques, parfois un peu qui ne comprennent pas. Il y a un article dans le Mercure de France qui ne comprend pas bien, notamment l'intérêt de publier les contes de David Keller. Il ne les trouve pas très novateurs. Ça c'est des détails intéressants pour les historiens, c'est comment ces livres ont été reçus à l'époque. Et malheureusement, c'est la grande presse et le grand public, je crois, n'ont pas vu l'apparition des hypermondes. Ils étaient trop bien cachés dans l'inframonde, peut-être. Mais pour nous, ça éclaire notre avenir, notre passé d'amateur. Et c'est une véritable référence aujourd'hui
dans le paysage éditorial et littéraire français et francophone. Alors on a parlé d'une collection antérieure où il y avait, belge d'ailleurs, qui s'appelait, où il y aurait eu un livre en 1914 qu'on a rebâti, qu'on a décalé en 1920. Il y a eu un livre de science-fiction qui était dans une pré-collection de science-fiction, mais ça n'a pas le même impact, disons, que la collection des Hypermondes, le même impact intellectuel. C'est-à-dire les Hypermondes sont une création réfléchie, mûrement réfléchie de la part de son créateur, Régis. Il sait très bien ce qu'il fait et il a les bons contacts, il a la bonne connaissance historique pour lancer quelque chose de nouveau et qui essaimera dans le futur. Nous en sommes la preuve. Tout à fait, parce qu'effectivement, là nous nous plaçons sous les auspices de la science-fiction, mais la science-fiction, en tout cas selon la perception qu'on a le grand public, naîtrait, au conditionnel, naîtrait aux États-Unis avant-guerre, mais il y a bien eu une science-fiction typiquement française, Natacha Vazder. Oui, alors je pense que Olivier après pourra reparler évidemment du rôle absolument fondateur de Régis Messac. Enfin, en même temps, alors fondateur si vous voulez par rapport à la collection, mais aussi continuateur, puisque avant Régis Messac, et depuis, on va dire, quasiment tout le 19e siècle, on a un véritable continent, en quelque sorte, de littérature française, alors qui ne s'appelait pas, évidemment, encore science-fiction, qu'on a appelé, notamment à partir de la fin du 19e et jusque dans les années 20, le merveilleux scientifique. Mais force est de constater qu'on a des centaines en fait, de publications, alors soit des nouvelles dans les feuilletons, soit des ouvrages évidemment, des romans, mais on a énormément donc de publications, de romanciers, alors qui parfois se mêlent par exemple avec un petit peu l'aventure, l'anticipation. C'est pas une science-fiction qui est encore très nettement définie, et je pense que ce qui a fait en fait la différence avec la science-fiction américaine, c'est que pour la science-fiction américaine, à partir des années 1920 et de l'ère donc d'Hugo Gernsback a dit clairement, voilà, il faut écrire de la science fiction, qui va donc se transformer en science-fiction, mais c'était clairement, si vous voulez, dans finalement le cahier des charges de publication donc de Amazing Story, qui était un des premiers pulp donc américains consacrés à la science-fiction. Donc c'était clairement posé. Alors qu'en France, en fait, nous avions un petit peu, on va dire, une science-fiction un petit peu militariste, nous avions de l'anticipation, nous avions du fantastique qui était un petit peu hybride avec du roman d'aventure, on avait la thématique du savant fou, l'apocalypse. En fait, on avait toutes sortes de récits, alors que les universitaires, enfin, moi j'aime bien appeler ça la proto-science-fiction, c'est-à-dire la première forme finalement de science-fiction en France. Et puis surtout, on a eu aussi la figure avant cela et pendant le 19e siècle de Jules Verne. Mais Jules Verne, est-ce qu'il a vraiment écrit de l'anticipation et de la science-fiction ? C'est quand même la grande question, parce que pour tous ceux, alors je sais qu'il y a des spécialistes évidemment dans la salle et que la question ne se pose pas, mais pour le grand public, en fait ce que Jules Verne a écrit, c'est de l'anticipation technique et technologique. Mais par exemple, il n'a pas du tout développé des thématiques comme les extraterrestres, comme par exemple le voyage dans le temps. Tout ça, en fait, va être développé plutôt par Wells, qui est son équivalent en quelque sorte anglais, Herbert George Wells. Et par contre, on a d'autres écrivains, comme par exemple Rosny Aîné, et je sais que Clément connaît très très bien Rosny Aîné, qui va, lui par contre, écrire un premier space opéra, Les Navigateurs de l'Infini. C'est quasiment un des premiers, peut-être on peut le considérer comme un des premiers space opéra en France, enfin, sous cette forme-là, qui va confronter des hommes préhistoriques à des extraterrestres. Enfin, vous voyez, donc on a cette thématique-là, et ces thématiques-là qui sont quand même très présentes dans on va dire, ce continent littéraire qui est un petit peu méconnu par rapport donc à la littérature de science-fiction américaine. Mais de moins en moins méconnu parce qu'on travaille énormément là-dessus, et je pense que Régis Messac est vraiment celui qui a fait le lien entre cette science-fiction américaine peut-être et la dimension française. Mais ça, peut-être qu'Olivier pourra nous en parler. Allez-y. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que en fait ça permet de revenir un petit peu sur l'histoire elle-même
de Régis et comment il s'est positionné dans les années 1930 sur la publication d'une littérature de ce genre. En réalité, il faut remonter au milieu des années 20, à l'époque à laquelle il a été nommé professeur à l'université McGill à Montréal, où il va découvrir la quantité de pulps américains qui sont produits à cette époque-là par Hugo Gernsback. Et il rentre en relation avec Hugo Gernsback qui, au moment de sa faillite, en 1929, lui propose de relancer un nouveau magazine auquel il serait associé en qualité de directeur littéraire ou de rédacteur en chef, je ne sais plus exactement quelle était la proposition qu'il lui avait faite. Or, à ce moment-là, Régis quitte le Canada, revient en France, où il sera nommé professeur au lycée de Montpellier et soutiendra sa thèse à la Sorbonne en 1929. Alors, ce qui est intéressant de retenir dans tout ça, c'est effectivement comment il va se positionner entre la science-fiction française, d'un côté, ou qu'on n'appelle pas encore science-fiction, puisque à cette époque-là, il y a le merveilleux scientifique tel qu'il a été défini par Maurice Renard, et que lui, Régis, préfère appeler le roman scientifique. Donc entre le merveilleux scientifique et le roman scientifique, il y a simplement une différence sémantique, mais qui a peut-être une importance relative qu'il faut retenir, et qui le différencie de la littérature américaine. Alors c'est dommage que Serge Lehmann ne soit pas là, parce que lorsqu'il a publié en 2006, je crois, son anthologie Chasseur de chimères, une histoire de la science-fiction française, il a titré Hypermonde perdu, l'introduction qu'il a faite à cette anthologie, qui est tout à fait remarquable, et parce que lui, Serge Lehmann, a beaucoup réfléchi à cette question-là. Or, quand on est dans les années 30, à cette époque-là, le terme de science-fiction n'existe pas, c'est simplement le terme de scientifiction, tel que Natacha l'a rappelé tout à l'heure, qui est évoqué. Et lui-même, Régis, jusqu'à la fin de sa vie, ne connaîtra pas le mot de science-fiction, puisqu'on ne le retrouve nulle part dans le vocabulaire qui a été utilisé, en tous les cas, jusqu'à la déclaration de la guerre. Voilà. Alors, il se situe en 1938 dans une perspective éditoriale qui est à la fois celle d'un éducateur et celle d'un amateur de ce genre un peu hybride, à la fois, qui trouve en fait ses origines à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc il y a cette perspective-là qui va mettre en valeur. Et comme l'a rappelé Jean-Luc tout à l'heure, Jean-Luc Var, des questions économiques se posent à ce petit éditeur qui s'appelle La Fenêtre Ouverte. La Fenêtre Ouverte, c'est un petit éditeur associatif qui résulte d'une association d'instituteurs primaires qui ont publié une revue qui s'appelle Les Primaires, et au sein de laquelle ils vont créer une société d'édition pour y publier des textes. Et Régis, qui est rédacteur en chef des Primaires, insiste pour que cette collection soit créée pour essayer de pouvoir toucher un public nouveau et différent. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la... C'est parfait, c'est parfait. Je voudrais rebondir justement sur ce qu'on parle de La Fenêtre Ouverte, on parle de Régis Messac, et en fait il y a un premier roman, dont j'ai un exemplaire ici, Kodzezezili, dont on pourra parler juste après, mais dans ce premier roman, donc il date de 1935, il y a eh bien, un avant-propos qui sert un petit peu de préface et de texte théorique, de définition de ce que seraient justement ces hypermondes, et qui fait écho d'ailleurs à ce que faisait Hugo Gernsback aux États-Unis un tout petit peu avant. Et donc, je ne vais pas tout lire, mais il y a juste quelques passages que je trouve assez marquants. Bon, ça va, merci. Donc, alors, le texte n'est pas signé de Régis Messac, mais les éditeurs.
Et donc, il est évoqué, par exemple, ce qu'a précisé tout à l'heure Jean-Luc Buard, le roman d'aventure, ce genre de choses, donc tout ce qui précède, en réalité, cette littérature d'hypermonde qui est en train de s'inventer. Et donc, on nous précise, mais il en existe d'autres, sous-entendu, d'autres œuvres. S'il y a Jules Verne, il y a aussi Wells et Poe. Et Wells et Poe, il faut savoir, ce sont quand même deux auteurs qui sont particulièrement mis en avant par Hugo Gernsback pour fonder la science-fiction. Et alors, ce qui est très intéressant dans cet avant-propos, c'est que les auteurs, Régis Messac, pour simplifier, vont mobiliser de nombreux auteurs comme étant sorte de ceux qui écriraient déjà des récits d'hypermonde, mais en particulier d'un point de vue plus poétique, il y a un poète qui est énormément mobilisé, c'est Baudelaire. On nous parle notamment au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, hein, le vers qui termine ce long poème Le Voyage. Et donc le texte se termine par ceci, qui je trouve presque définit un petit peu ce que sont des hypermondes. Donc je lis: ces mondes inouïs, ces hypermondes et leur flore et leur faune, les hyper-êtres, la collection que nous présentons aujourd'hui se propose de vous les faire connaître. Donc il y a un côté un petit peu éditorial dans cette fin de texte. Voulez-vous savoir ce que seront les hommes qui vivront d'ici 4000 ans, et ceux qui vécurent il y a 200 000 ans, et les hommes qui dépassent l'homme, et les êtres qui ne sont ni hommes ni bêtes, et qui pourtant vivent, et bien d'autres choses? Alors vous suivrez la collection Les Hypermondes. On n'est plus ni moins en train d'écrire ce que sera la science-fiction, ce qu'elle est déjà en train d'être. Merci. Oui, donc voilà, je termine. Donc on est déjà en train de nous décrire ce que sera la science-fiction, mais ce qu'est déjà en train d'être les hypermondes. Et donc là, je m'adresse à les trois comparses. Peut-être pourriez-vous parler un peu plus de romans comme des Zilli, qui fondent justement cette collection Les Hypermondes. Jean-Luc. En fait, on peut constater que la collection se nourrit, puisqu'il y a 3 volumes, il y en a 2 de l'éditeur lui-même, Régis. Il y a 2 sur 3 titres parus, 2 sont de l'éditeur, sous son nom d'ailleurs. Quinzinzinzili, est-ce qu'on dit Quinzinzinzili ou Quinzinzili? Je dirais Quinzinzinzili. Quinzinzinzili. Et La Cité des Asphyxiés, qui était d'ailleurs annoncé sous un pseudonyme, et il l'a finalement publié sous son nom. Donc c'est peut-être déjà une entreprise d'autopromotion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais on est dans le cadre d'un petit éditeur, donc ça ne pose pas de problème. Et parmi les 2 romans, je ne parle pas, le texte le recueil de nouvelles de David Keller étant un petit peu à part, ce sont 2 romans quand même assez novateurs dans le domaine de l'imagination, et en même temps des œuvres plutôt de nature dystopique, c'est-à-dire assez négative, sur un avenir assez négatif, et qui reflètent, disons, les positions de l'auteur sur l'avenir des sociétés humaines qu'il ne voit pas d'un œil très favorable. Donc le premier, chacun peut en parler, mais ce sont des lectures à la fois déprimantes et roboratives, si l'on veut. Quand on lit les deux romans de Régis, Quinzinzinzili et La Cité des Asphyxiés, c'est quand même un avenir assez sombre qui nous attend. Et est-ce qu'il faut en parler un peu plus, ou est-ce qu'il faut laisser le public les découvrir s'il ne les connaît pas? Je ne sais pas. Peut-être au moins donner envie de lire. Ah ben lisez-les, hein, c'est des livres vous les trouverez sous la tente d'abord. Voilà, alors en fait, Quinzinzinzili, c'est ce que je voulais vous dire, donc a été réédité par L'Arbre Vengeur. Et donc L'Arbre Vengeur, écoutez, c'est une maison d'édition donc bordelaise, talensaise plus exactement, que vous trouverez donc sous la tente des éditeurs. Et pour les hypermondes, eh bien, David Vincent a réédité donc cette toute première édition que vous pouvez retrouver, parce qu'il y a une autre édition, c'est aux éditions de la Table Ronde, c'est ça Olivier, que je ne me trompe pas? Alors la Table Ronde, c'est l'édition de poche, dans la collection de la Petite Vermillon. Exactement. Mais qui est toujours sous droit de L'Arbre Vengeur à Talence. Voilà. Et si vous voulez
connaître, on va dire, un peu plus sur ces récits en fait de l'âge d'or de la science-fiction française, eh bien, vous avez une anthologie que Serge Lehmann donc a sortie très très récemment, toujours chez l'Arbre Vengeur, avec une magnifique introduction justement au sujet. Et je crois que ça, voilà, ça vaut le coup que vous vous intéressiez à ces récits qui sont quand même des récits assez anciens, mais tout à fait actuels, parce que c'est donc des récits post-apocalyptiques, et notamment celui-ci, si vous voulez, Régis Messac, qui était enseignant et professeur dans un lycée, mais il avait des classes de 4e, eh bien, il dresse un portrait absolument féroce des enfants, et notamment des enfants qui sont laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un professeur qui survit en fait à une apocalypse avec un groupe d'enfants. Alors lui est complètement évidemment écrasé, alors non pas par la charge qui va lui incomber, mais écrasé par l'apocalypse et la perte de son monde, alors que les enfants qui sont d'âge divers, eh bien, vont totalement s'adapter et vont quand même, voilà, je ne spoile pas évidemment le récit, mais vont s'adapter, pas de manière forcément très très positive. D'où ce titre en fait, Queen Zazazili, qui est une transformation de la phrase Quis and coelis, qui était la toute première phrase en fait en latin, donc du Pater Noster. Et donc ils vont transformer cette phrase en Queen Zazazili, et ça va devenir une sorte de mélopée pour justement invoquer leur dieu à eux qu'ils vont créer justement dans ce nouveau monde totalement détruit. Voilà. Olivier, un mot sur Queen Zazazili? Sur Queen Zazazili ou la cité des asphyxiés, en fait, je préférerais évoquer, puisqu'on parle de Régis, des perspectives de la collection Hypermonde, et notamment d'une part de son 3e roman, de Valcrétin, et chacun de ces 3 livres, de ces 3 titres qui symbolise un peu la collection des Hypermondes, paraîtra plus tard en 1973 chez Jean-Claude Lattès, mais aurait bien figuré dans la collection des Hypermondes. Chacun de ces 3 titres, selon les lecteurs, représente le chef-d'œuvre littéraire. Alors, si vous prenez l'Arbre Vengeur, par exemple, vous dira que Queen Zazazili est le chef-d'œuvre littéraire. Mais d'autres critiques ou d'autres lecteurs préféreront La Cité des Asphyxiés, et d'autres encore considéreront que Valcrétin est un ouvrage plus abouti que les 2 précédents. Mais ça, c'est une appréciation personnelle de chacun des lecteurs. Il y a d'autres livres qui auraient pu figurer dans cette collection, notamment Last and First Men, dans une traduction qui avait été que Régis avait demandé à André Prud'homme en 1936 et qui a été corrigée par lui et qui n'a jamais paru, mais c'est ce livre dont il avait acquis les droits auprès de l'auteur anglais, Stapledon. Olaf Stapledon, aurait naturellement parfaitement figuré dans cette collection-là. Donc on peut imaginer que le programme, tel qu'il a été annoncé en 1935, n'était qu'un programme indicatif, et que d'autres livres de grande importance, en tout cas dans le domaine de la science-fiction, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, auraient figuré dans cette collection. Et simplement aussi pour dire, Olivier, que l'on peut trouver des ouvrages de Régis Messac qui ont paru chez Ex Nihilo, donc votre maison d'édition. On peut les trouver sous la tente des éditeurs. Alors on les trouvera sous la tente des éditeurs, mais il n'y a pas que des ouvrages de science-fiction, puisque Régis est un auteur avec d'autres, des essais, et puis des critiques, enfin tout un tas de recueils et d'ouvrages autobiographiques qu'il a écrit, réalisé et publié de son vivant. Sans oublier sa thèse sur le roman policier, le détective novel et l'influence de la pensée scientifique, paru en 1929 chez Champion. Et simplement aussi pour dire, Olivier, que l'on peut trouver des ouvrages de Régis Messac qui ont paru chez Ex Nihilo, donc votre maison d'édition. Alors on peut les trouver sous la tente des éditeurs, mais il n'y a pas que des ouvrages de science-fiction, puisque Régis est un auteur avec d'autres, des essais, et puis des critiques, enfin tout un tas de recueils et d'ouvrages autobiographiques qu'il a écrit, réalisé et publié de son vivant. Sans oublier sa thèse sur le roman policier, le détective novel et l'influence de la pensée scientifique, paru en 1929
On peut peut-être préciser que, donc, comme on l'a dit, les hypermondes n'est la première manifestation de concrétisation d'un projet autour de la science-fiction en France, mais il y en a eu d'autres. Et le mouvement était en puissance. Il était inévitable que tôt ou tard, des éditeurs avisés s'intéressent à ce qui venait des États-Unis, disons, ou ce qui avait été synthétisé sous ce nom, science-fiction aux États-Unis, et l'importe en France. Donc Régis était aux avant-postes pour cela, avec son épisode canadien. Il a donc importé l'idée en Europe et en France, enfin en France parce qu'en Angleterre c'était déjà un peu importé par la langue. Mais en France, donc, il agit en tant que pionnier éclairé, mais il n'est pas tout à fait isolé. Il est très isolé, mais il y a d'autres lecteurs qui ont vu le vent arriver et la tendance scientifique dans la littérature. Ils ont voulu la concrétiser sur un plan éditorial, et on peut citer notamment le journaliste Georges Gallet, qui était en contact d'ailleurs avec Régis Messac, puisque chacun se connaissait. Et Georges Gallet, qui travaille au Petit Parisien, lui aussi avait des contacts en Angleterre avec l'éditeur qui s'appelait Walter Gillings, qui s'occupait de revues scientifiques pour les jeunes, avec un contenu de fiction et un contenu de technique, un peu comme le journal des voyages. Et Georges Gallet avait la ferme intention de lancer la science-fiction également en France, un petit peu après les Hypermondes, peut-être que ça lui a donné l'idée. Et il n'a eu le temps, avant la guerre, que de lancer un numéro 0 de la revue qu'il a appelée Conquête, qui était une revue mi-scientifique, mi-technique, avec des traductions de l'anglais, et en feuilleton donc, et un roman aussi de science-fiction en français qu'il a demandé à son ami Jean de La Hire, qui était un auteur de l'époque, un feuilletoniste intéressé par la science-fiction. Donc Régis Messac n'est que le signe avant-coureur d'un mouvement inéluctable, disons, où la science-fiction d'importation ou la science-fiction locale se serait développée. On peut également mentionner le nom de Jacques Bergier, qui était un polyglotte et polygraphe, à l'époque inconnu, mais d'éducation scientifique, et qui s'est intéressé à la science-fiction en les achetant. On pouvait acheter les pulps à Paris, dans les kiosques du réseau Hachette, qui importaient les journaux et les revues américaines pour pas les soldats, mais les Américains de passage à Paris. Donc, notamment sur la place de la Madeleine, il y avait un kiosque international où on pouvait acheter toute la presse mondiale, notamment les pulps. Et il est avéré que Jacques Bergier achetait ses Amazing Stories et Weird Tales à cet endroit. Et d'ailleurs, il est aussi avéré que Régis avait un correspondant à Paris qui lui envoyait les pulps qu'il n'arrivait pas à se procurer dans la Manche où il résidait dans les années 30. Et il a comme ça reçu des magazines américains importés en France qui lui ont été envoyés par des correspondants parisiens. Donc il y a au moins 3 personnes qui se connaissaient plus ou moins, en tout cas Georges Gallet et Régis étaient en relation, qui s'intéressaient simultanément à faire émerger la science-fiction en France et en tout cas à Paris. Et on a aussi, d'après le témoignage de Jacques Bergier, lui, sa façon de prospecter, ça a été de découper des pages de pulps, notamment des nouvelles de Lovecraft. Il en a fait un recueil factice qu'il a essayé de proposer aux éditeurs parisiens avec le plus brillant insuccès, puisque tout le monde lui a fermé la porte en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc à cette époque-là, ça ne s'est pas concrétisé. Mais ces initiatives ont pu se démarrer après la guerre, donc 10 ans après à peu près. Et on peut signaler une dernière initiative, c'est le célèbre journal de Mickey, qui est rempli de science-fiction à l'époque, mais à destination de la jeunesse. Alors il y a un problème, jeunesse adulte, là, qui peut se poser. Donc Régis, lui, c'est plutôt un lectorat adulte. Mais la science-fiction était en train d'émerger auprès des jeunes, avec le journal de Mickey et les autres journaux du groupe Opéra Mundi, à la fois en bande dessinée et dans les feuilletons. Alors les feuilletons, c'est Tarzan, les Dogs Sauvages, sous le nom de Franck Sauvage, qui sont des traductions de pulps directement
produit aux États-Unis, donc juste après, avant la guerre, donc tout ça. Et en bande dessinée, il y avait Buck Rogers, Flash Gordon, Mandrake et autres qui, là pour le coup, ont eu un immense impact auprès du lectorat. Donc il y a un terreau favorable, mais la guerre a malheureusement coupé les ailes à cette expansion assez brutalement. Et justement, en parlant de guerre qui interrompt certaines expansions et de terreau favorable, donc là on évoque effectivement le Jacques Vergier, Régis Messac, mais en fait il y a d'autres auteurs que certaines personnes ici connaissent assez bien. Et nous avons quelques spécialistes sur cette table ronde. Et je parle notamment de Maurice Renard, qui est vraiment un jalon déterminant dans la création d'une sorte de science-fiction à la française, avant même que l'on parle de science-fiction. Natacha, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça justement ? Oui, alors deux mots très rapides, parce que je pense qu'on parlera peut-être un petit peu plus de Renard sur la table ronde de demain, sur la représentation robotique. Donc en fait, Maurice Renard, c'est à la fois donc un grand auteur de science-fiction, c'est quelqu'un qui veut vraiment utiliser la science, les découvertes de la science, mais je dirais pas de manière rationnelle, mais plutôt de manière irrationnelle. Et c'est la raison pour laquelle il parle de merveilleux scientifiques. Vous voyez, la science-fiction en fait de cette époque, eh bien, Maurice Renard l'a appelé donc merveilleux scientifique. On était évidemment dans les années 1910. Il va écrire plusieurs articles qui vont permettre justement de théoriser ce merveilleux scientifique. Alors, il va peut-être, alors ça c'est un peu en discussion avec les spécialistes, c'est très difficile à cette époque-là peut-être de parler d'école ou de parler en fait de mouvements littéraires, mais force est de reconnaître qu'il y avait quand même beaucoup d'écrivains de cette époque-là qui se connaissaient, qui publiaient sur les mêmes supports et qui vont vraiment donner une impulsion sans précédent à cette science-fiction française. Voilà. Alors, il faut aussi noter à cette époque, donc on cite des auteurs, mais il y a beaucoup d'illustrateurs. Et cet après-midi, je pense, à travers justement la thématique des robots, on vous parlera aussi un petit peu des illustrateurs donc, de science-fiction que l'on trouve soit dans les romans, soit sur les couvertures de romans, soit dans les revues, hein, comme par exemple Je sais tout, ou d'autres évidemment, donc d'autres revues. Et donc il va y avoir une expansion véritablement de cette science-fiction à la française grâce à Maurice Renard, qui l'a à la fois théorisé et qui en même temps a été évidemment un très grand romancier avec sur des thématiques, bien évidemment la rencontre par exemple avec des extraterrestres. Et alors ce que je voulais dire aussi, parce que je vois aussi la fin, on va laisser un peu la parole au public aussi après, pour parler des hypermondes, en fait aujourd'hui Serge Lehmann, que vous retrouverez donc dans d'autres tables rondes, eh bien Serge Lehmann a créé une bande dessinée qui s'appelle La Brigade Chimérique. Et dans La Brigade Chimérique, alors que vous trouverez, je pense, sur les stands donc, des libraires et donc de Crazy Cat, dans La Brigade Chimérique, alors il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, il y a une représentation donc de ce que Serge Lehmann, lui, conceptualise comme les hypermondes, c'est-à-dire une sorte de dimension en fait parallèle où va se créer en quelque sorte le merveilleux scientifique. Et il y a autre chose qui est intéressant, moi qui m'a toujours beaucoup touché, c'est qu'en fait ils ont mis en scène dans la Brigade Chimérique, nous sommes pendant l'entre-deux-guerres, et ils ont créé un club qui s'appelle le Club de l'Hypermonde, où on va retrouver donc tous les grands auteurs donc, de cette époque, et le président de ce Club des Hypermondes, c'est un très bel hommage, eh bien c'est Régis Messac. Et donc en fait on a, si vous voulez, là aussi une seconde vie pour Régis Messac, via la fiction, puisqu'il se retrouve donc président de ce club hypermonde dans la BD La Brigade Chimérique, avec des grands auteurs comme Maurice Renard, comme Rony Aîné par exemple, mais aussi de tout jeune René Barjavel dans ce club de l'hypermonde. C'est une belle représentation, un bel hommage dans le cadre de cette BD, et qui fait également revivre eh bien, tous ces super-héros d'après Serge Lehmann donc de cette entre-deux-guerres, qui vont être évidemment plus ou moins éclipsés par les super-héros américains. Donc la Seconde Guerre mondiale a fait bien sûr la Première et la Seconde Guerre mondiale, parce que nous étions évidemment un pays en plein cœur de la guerre. On fait beaucoup de mal effectivement à ces deux générations d'auteurs en fait de science-fiction, et aussi évidemment à l'histoire éditoriale. On va pouvoir passer un peu de temps pour la parole publique.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions à poser à nos invités? Non? C'est pour dire bonjour. Voilà. Donc, bonjour Iñaki. On peut continuer la conversation. Ah, oui. Juste une chose, il y avait un courant aussi dans le théâtre autour de tout ça. Vous avez parlé des savants fous, il y avait le théâtre du Grand Guignol. Ah, attendez, on va vous passer le... Juste une remarque, il y avait à la fois les romans, les nouvelles, etc., mais il y avait aussi un courant de théâtre, avec le théâtre du Grand Guignol à Paris, qui avait des représentations complètement folles, avec les savants fous, tout ce qui pouvait arriver de pire avec la technologie et les débordements. C'est juste une remarque. Oui, c'est exact, c'est un théâtre plutôt naturaliste, plus que scientifique. Il y a évidemment des savants fous, des médecins surtout, qui font des expériences horribles, mais c'est un théâtre d'origine naturaliste, qui est plutôt cru dans la crudité, pas tellement dans l'imaginaire, plutôt dans la cruauté visuelle et graphique, avec du sang qui coule, et les scènes d'horreur. Et on n'est pas tout à fait dans l'imaginaire scientifique tel qu'on peut le définir. Par contre, il y a les robots. Les robots en 1920, c'est RER, voilà, de Karel Čapek. Oui, ça, c'est un vrai théâtre scientifique. Oui. Alors, on a également, donc ça c'est, oui, il y a le Grand Guignol, effectivement, qui participe à ce mouvement sur l'imaginaire. Et puis en 1920, on a quand même le théâtre de Karel Čapek et Ruhr, donc évidemment, qui est en lien direct avec notre thématique, donc Rossum's Universal Robots. Alors je vous avoue que c'est une pièce qui a eu un succès international absolument incroyable à l'époque, qui était plutôt pris en fait dans le mouvement de l'expressionnisme donc allemand, qui a beaucoup par exemple inspiré donc Fritz Lang et son Métropolis donc en 1927. Donc vous voyez que ces années-là, 1920, enfin entre 1910, 1920, 1930, ce sont des années où la science-fiction fait complètement partie de la société. C'est un petit peu oublié aujourd'hui, mais en fait on a totalement, et sur l'affiche d'ailleurs d'Hypermonde que vous voyez là-bas, on a à l'arrière-plan, notre graphiste, je lui avais demandé de faire un petit peu une référence donc à Métropolis, qui est un petit peu en arrière-plan évidemment d'un point de vue du graphisme, parce que justement c'est une époque où vont naître de véritables matrices, si vous voulez, en science-fiction, donc collection Hypermonde, théâtre donc de Karel Čapek, vous voyez, et nous vraiment on a à cœur de se situer complètement dans cette, si vous voulez, dans ce mouvement-là, dans cette science-fiction européenne qui se démarque un petit peu évidemment de la science-fiction française. Et je vous avoue avoir discuté il y a 15 jours avec la directrice du TNBA à Bordeaux, qui connaissait pas du tout Karel Čapek, qui est totalement intéressée par évidemment la mise en scène de la robotique. Et donc j'espère que d'ici, peut-être, alors pas sur cette saison-là, mais dans les saisons qui arrivent, eh bien, on pourra avoir une renaissance justement de cette pièce tout à fait extraordinaire, qui est fondatrice pour la représentation des robots. Une question juste ici. Oui, tiens. Non, c'est bon. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai juste une toute petite question sur un tout petit point de détail. Alors moi je travaille un peu sur Olaf Stapledon et sur la manière dont Olaf Stapledon est lu par des écrivains, des éditeurs. Et donc je ne connaissais pas du tout ce projet de traduction aussitôt en français. Et je me demandais s'il reste des traces de ce document et s'il y a des traces de comment Régis Messac, qu'est-ce qu'il pensait de l'œuvre de Stapledon, en fait, comment il l'avait lu. Merci beaucoup. Je pense qu'il en pensait le plus grand bien. Cette idée, d'ailleurs, dans le recueil que nous avons publié, qui s'appelle Hypermonde, qui rassemble l'ensemble de ses critiques sur les ouvrages thématiques, il y a une critique sur Stapledon. Mais ce qui est important de noter, c'est que, en fait, cette information, on l'a découverte tardivement. On l'a découvert il y a 3 ou 4 ans, avec le contact qui a été pris avec les filles d'André Prud'homme, qui est le traducteur. Et dans un texte que Jenny Prud'homme
nous avait remis à cette époque-là, il est dit dans un texte, Prud'homo raconte qu'il a traduit ce manuscrit à la demande de Régis et qu'il l'a conservé. Mais pour l'instant, on n'en a pas retrouvé la trace. C'est bien regrettable parce que sans ça, je pense qu'on l'aurait déjà publié. Mais parce que c'est la première traduction, elle est signée donc André Prud'homo, même si le texte a été corrigé par Régis, comme le rappelle André Prud'homo, qui était un type très introverti à l'époque et très diminué dans son cadre familial. Et donc il avait pris contact, à l'époque il était éditeur ou directeur d'une petite imprimerie coopérative à Nîmes. Et à la suite d'une publication qui avait paru dans un journal dont j'ai oublié le nom, il avait pris contact avec Régis pour raconter sa mésaventure avec son professeur de latin lorsqu'il était élève au lycée Hoche à Versailles. Et donc les deux étaient rentrés en relation, Prud'homo et Meyssac, et ils étaient devenus amis, et Meyssac lui avait confié la publication de son Microméga, qui avait été donc édité par la Laborieuse à Nîmes, d'une part, et d'autre part, Régis lui donnait des articles qu'il devait publier dans sa revue anarchiste sur la guerre d'Espagne. Il y en a eu plusieurs, j'ai oublié le titre. Et entre autres, il y a eu cette mise à l'étrier, puisque Prud'homo est devenu ensuite un grand traducteur, cette mise à l'étrier, ce pied à l'étrier quand il lui a donné à traduire le roman de Stapledon dont il faisait la critique dans les primaires à l'époque. Voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, j'espère qu'on retrouvera un jeu. Elles sont très âgées et très fatiguées. Et c'est difficile de retrouver quelque chose dans la propriété de Versailles. Mais je ne désespère pas qu'on retrouve un jour ce manuscrit. Enfin, le manuscrit, la traduction, hein, le manuscrit original, la traduction du manuscrit. Natacha me signe qu'on va finir. Oui, j'ai une question. Peut-être une dernière question. Non, c'est bon. J'ai une question, mais c'est vraiment pour clore ces échanges. Le titre se termine par une fenêtre ouverte sur l'infini. Que pourrait désigner justement l'infini dans la science-fiction, dans les hypermondes, dans le merveilleux scientifique aussi? Alors, je vais prendre voilà, c'est le coup. Donc en fait, l'infini parce que c'est l'infini de la créativité. C'est-à-dire, je souhaitais vraiment, avec cette table ronde, inscrire en fait le festival Hypermonde dans un ancrage historique et en même temps montrer que justement tout ce continent perdu mais qu'il est de moins en moins de la proto-science-fiction parce qu'on le réédite, parce qu'il y a eu, donc parmi nos invités nous avons Fleur Hopkins qui avec évidemment d'autres spécialistes comme le regretté Joseph Alterac, disparu, ou Jean-Luc Boutel qui est je crois présent ici, donc qui ont beaucoup aidé Fleur à monter en fait une exposition à la BNF sur le merveilleux scientifique. Et donc ce continent-là de créativité française, eh bien, je me suis dit, grâce aux hypermondes, avec le lien avec Régis Meyssac, eh bien, s'ouvre aujourd'hui sur de nouvelles générations d'auteurs. Donc c'est plutôt l'idée que hypermonde, c'est la dimension de la créativité, et que la créativité dans la science-fiction est proprement infinie, vers l'au-delà et l'infini, comme d'ailleurs ils disent dans Star Trek. Et voilà, et donc j'ai fait le lien avec la science-fiction et le cinéma, bien sûr. Voilà. Et on a d'ailleurs une table ronde sur le cinéma qui va démarrer dans très peu de temps au cinéma, si ça vous intéresse, qui ne sera pas ici parce qu'on est en parallèle. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Et puis à très vite sur les autres endroits du festival. Voilà. Bonne journée tout le monde. Merci à tous.